Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de décryptage proposée par A-News Expérience Client. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Alanick. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas est le directeur général de l'INSEC Grande École qui fait partie du groupe Omnes. Alors nous allons parler aujourd'hui, Thomas, d'expérience étudiant. Oui. Alors, quand on dirige une école de commerce, est-ce qu'on peut parler d'expérience étudiant comme on pourrait parler d'expérience client en entreprise? Et est-ce que les étudiants peuvent être considérés comme des clients comme les autres? Alors, selon moi, les outils de l'expérience client peuvent être très utiles. Peut-être qu'on va en parler. Mais je pense que l'étudiant dans sa globalité est beaucoup plus qu'un client. Parce que dans la vie d'un étudiant ou d'une étudiante, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si on essaye, par exemple, de transposer ce qu'on appelle l'expérience client à l'expérience étudiante, c'est effectivement suivre des cours, mais ce n'est pas que ça. Et d'ailleurs, toutes les écoles, et on le fait, nous, sur nos campus à Bordeaux, Lyon, Paris, c'est de créer des campus qui soient des lieux de vie. Donc l'expérience étudiante, c'est tout ce qui se passe dans la classe, mais aussi en dehors de la classe, la vie associative, etc. Et ça, ce n'est pas uniquement des transactions commerciales, c'est la vie. Et ce qu'on veut, c'est que nos étudiants restent en dehors des cours sur le campus. Donc les outils de l'expérience client sont très utiles et on les utilise, mais on ne peut pas réduire l'étudiant. C'est tout le parcours étudiant qui va du moment, c'est pas seulement au moment où il rentre dans la classe, mais s'il y a toute sa vie d'étudiant qui est autour de... Et ça commence même avant que l'étudiant pose un pied à l'école. Je vous donne un exemple. On a des étudiants qui sont admis, qui passent les tests, et avant même qu'ils posent un pied en septembre à la rentrée à l'école, on leur propose plusieurs services, des plateformes de remise à niveau pour certains cours. Ceux qui n'ont pas fait de gestion avant, qui arrivent en master, ça les angoisse. Donc, on leur propose des cours de remise à niveau et ça aide les professeurs ensuite. Deuxième service qu'on propose, c'est du matching. Pour ceux qui veulent, par exemple, avoir un contrat d'apprentissage, on leur propose une plateforme où ils peuvent déposer leur CV et on les met en relation avec les entreprises qui nous font confiance. Donc, ce parcours de l'expérience étudiant commence avant même l'arrivée à l'école. D'accord. Mais du coup, un peu comme en entreprise, où vous allez même, j'imagine, sur le après-étudiant, sur ceux qui ont quitté l'école, et du coup, il y a le bien en amont, et il y a aussi l'aval. Et bien entendu, parce que si on avait une vision un peu restrictive de l'expérience client ou étudiant, on pourrait se dire, bah, ça y est, ils sont diplômés, c'est plus notre sujet. Eh bien, c'est absolument pas le cas. Ce qu'il faut, c'est qu'on accompagne et on développe une offre de service en ce sens, qu'on accompagne nos tout jeunes diplômés pour du placement en entreprise. Et ça intéresse aussi les entreprises qui sont aussi nos clients, ne l'oublions pas. Et il y a un avantage à ça, c'est que ça permet de développer les liens avec nos alumni, nos diplômés. Et puis, il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place depuis des années avec nos étudiants, puisque les jeunes apprentis ou étudiants deviennent des alumni et ils ont envie d'aider les futures générations comme eux-mêmes ont été aidés. Donc, c'est un vrai cercle vertueux qui sert tout le monde, les entreprises, l'école, les étudiants. D'accord. Alors, comment vous faites pour mesurer justement la qualité du service rendu aux étudiants et ou à vos clients entreprises, du coup? Comment vous le mesurez? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce que finalement c'est l'obtention de diplôme qui est un indicateur? Comment vous... Alors il y a plusieurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Parmi ceux-ci, dans toutes les écoles du groupe Omnes, tous les semestres, on fait une enquête globale avec des indicateurs que vous connaissez bien de NPS, etc. Mais on mesure deux choses qui sont essentielles à mes yeux. La satisfaction globale, le sentiment de fierté d'appartenance. Et puis après, on va dans le détail, bien entendu, et on mesure aussi bien la satisfaction globale que les aspects purement logistiques, la cafétéria, le Wi-Fi. Croyez-moi, si vous pouvez avoir des meilleurs cours du monde, si le Wi-Fi ne marche pas, c'est une catastrophe. C'est comme partir en vacances avec des ados sans Wi-Fi, c'est une catastrophe. Donc, on mesure les aspects logistiques, mais on mesure aussi des choses plus précises qui vont être la qualité des supports pédagogiques, la qualité des enseignements, pas forcément des enseignants, les enseignements, le contenu des cours. Et tout cela est important parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des indicateurs.
L'inconvénient, si on se limite à ça, c'est d'avoir une réaction à chaud et de faire un plan d'action qui dit, voilà, je dois résoudre ce problème spécifique. Mais à mon avis, ce qui est le plus important et qu'il ne faut absolument pas perdre de vue, c'est l'expérience globale, parce que cet étudiant qui a répondu à tous ces indicateurs, c'est le même. Et il passe tous ces critères. Donc, il y a une logique de transversalité qu'on doit avoir dans notre analyse. D'accord. Et alors, comment vous faites pour adapter justement ce service rendu par rapport et l'offre pédagogique par rapport aux attentes des étudiants, sans forcément dégrader l'enseignement qui est délivré? Je vous donne un exemple. Moi, si on demande à mes enfants qu'est-ce qu'ils veulent, alors ils ne sont pas en âge d'aller en école de commerce, mais qu'est-ce qu'ils veulent tous les jours? Ils vont dire je veux tous les jours des frites à la cantine. Oui. Et comment vous faites, alors désolé de ce parallèle, mais comment vous faites pour à la fois répondre concrètement à leurs attentes, qui peuvent être parfois décorrélées des attentes soit des entreprises, soit de l'enseignement visé? Comment vous faites pour réconcilier? C'est pour ça que je disais qu'il y a une différence entre un client et un étudiant. Il y en a plusieurs, et une qui est vraiment, à mon sens, très importante, c'est qu'on demande à l'étudiant de travailler explicitement. Alors qu'un client, on peut faire travailler un client, mais il va saisir ses données, donc on le fait travailler, mais ce n'est pas marqué explicitement. Tandis que là, on propose plein de services aux étudiants et on leur dit qu'ils auraient tort de ne pas en profiter. C'est-à-dire qu'on propose des expériences à l'international, on propose des relations entreprises avec du coaching individualisé, etc. Mais tout cela n'a de sens que si l'étudiant est acteur de son savoir. S'il est passif, il passe à côté de tout, ce qui est dommage. Donc si on veut profiter de l'expérience étudiant, il faut être acteur et il faut travailler. Parce que ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que l'employabilité, c'est garanti, ce n'est pas un sujet, ils auront un emploi à la sortie. Mais la question la plus importante, c'est qu'ils trouvent le job qu'ils aiment. Or, ils ne sont pas des clones. L'envie d'un étudiant n'est pas la même envie que son meilleur ami. Donc, il faut qu'ils fassent ce travail avec nous, on va les accompagner, mais ils doivent être actifs. Sinon, ça ne sert absolument à rien et ils passent à côté de l'essentiel. Vous voyez, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur la logique transversale. Oui. Il faut qu'on ait une vision à moyen et long terme de ce qu'on veut. Et c'est pas facile quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais nous, on est là pour les challenger, les accompagner, mais le travail, c'est eux qui doivent le faire. D'accord, mais vous donnez quand même du coup des clés pour les accompagner, pour qu'ils puissent trouver même les leviers ou les... On est là à leur service et tout ça n'aura de sens et ne marchera de manière efficace que s'ils sont actifs. Donc ce qu'on leur demande, c'est en classe de préparer le cours en avance, de poser des questions, de challenger les professeurs, et c'est comme ça que ça va être vraiment intéressant parce qu'ils vont co-construire leur savoir. Mais aussi en dehors des salles de classe, il faut qu'ils fassent ce travail et être proactifs, rencontrer des entreprises, rencontrer des alumni, c'est créer sa chance en fait. D'accord. Et alors comment vous faites pour intégrer des attentes qui sont très fortes aujourd'hui des étudiants, pas que d'ailleurs, on le voit en entreprise, mais les attentes sur tout le volet sociétal, environnemental. Comment vous faites pour l'intégrer dans votre offre de formation? C'est un des plus gros défis et on s'y attelle depuis quelques années. Et si on parle de RSE au sens large, dans le monde de l'enseignement supérieur et des écoles de management en particulier, l'INSEC a un label qui s'appelle DDRS, qui est spécialiste dans l'enseignement supérieur. Et il n'y a que 6 écoles de management gradées en France qui ont ce label. Et on l'a depuis 2017. Il a été renouvelé aussi pour 4 ans, c'est la durée maximale. Donc on a des garanties sur notre pratique et la façon dont on fonctionne. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Et donc la deuxième chose, c'est d'agir aussi sur la maquette pédagogique. Donc on a des cours dédiés à la RSE, mais ça aurait été un peu stupide de faire ces cours et puis de se dire, voilà, on a réglé le problème. Pour moi, la RSE, ça doit infuser dans tous les domaines sociétaux, environnementaux, et ça concerne aussi bien le marketing que la finance, que le contrôle de gestion. Donc on a une lourde responsabilité, c'est de former des managers qui seront sensibilisés à ces questions-là, et qui demain, en entreprise, parce que c'est l'attente des entreprises aussi après, c'est de pouvoir intégrer cette dimension dans la politique de gestion des risques, par exemple. Et ce n'est pas dans 10 ans, c'est demain. Donc, ça passe aussi par la formation de nos formateurs, c'est-à-dire nos enseignants, à ces questions-là. Et puis, donc, on agit sur les labels, sur la maquette, sur la formation des enseignants. Et on espère qu'on va convaincre encore plus de jeunes, parce qu'ils sont là, ils nous challengent. Vous sentez que c'est une attente forte? Oui.
Mais je pense qu'elle pourrait être encore plus forte. D'accord. Et je lisais il n'y a pas longtemps dans le rapport le Shift Project sur les écoles de management, finalement, dans les écoles de management, c'est que 12% des étudiants qui sont vraiment sensibilisés, et j'allais dire passionnés et acteurs sur ces questions-là. Donc on a une marge de progression. D'accord. Parce qu'on a parfois des étudiants qui sont focalisés uniquement sur leur employabilité. D'accord. Et les sujets RSE, finalement, passe après. Donc, attention à ne pas croire que tous les jeunes sont focalisés uniquement sur la RSE. Il y en a, ils sont là et on les accueille, on est content de les avoir. Mais est-ce que pour eux, finalement, c'est pas un must-have, c'est vraiment pas le sujet, ok, ça c'est le sujet qui doit forcément faire partie intégrante? Pour certains jeunes, oui. Mais quand on leur explique que de toute façon, en étant un peu cynique, même si on met de côté les questions de morale qui sont pourtant extrêmement importantes, les morales et l'éthique, au-delà de ça, demain, les entreprises vont devoir intégrer le changement climatique et les problèmes de pyramide des âges dans leurs organisations. Donc de toute façon, si on voit les choses de manière un petit peu cynique, pour ces étudiants-là, pour garantir l'employabilité, ils doivent être formés à ces questions-là. D'accord. Et justement, est-ce que vous sentez des attentes assez fortes du côté des entreprises de former des jeunes à ces enjeux-là ou plutôt sur d'autres sujets? Il y a une symétrie, je pense, à faire entre cette minorité d'étudiants qui sont vraiment très sensibles à ces questions-là et avec les entreprises aussi. On a plein d'entreprises qui sont très sensibles à ça. Et puis après, on a de très nombreuses entreprises qui sont d'accord avec le projet, mais qui ne savent pas exactement, d'une manière très précise, quelles sont leurs attentes. Donc, il faut qu'on sensibilise tout le monde à ces questions-là. On n'est pas forcément exemplaire, hein. On a des choses à dire, mais je pense que, de toute façon, ne rien faire n'est pas une option. D'accord. Et justement, dans les attentes, j'imagine qu'il y a aussi des attentes sur l'intelligence artificielle. Oui. Et est-ce que votre école prépare à la fois aux enjeux de l'intelligence artificielle et de l'expérience client, puisqu'aujourd'hui on parle d'expérience étudiant, expérience client. Est-ce que c'est des choses qui sont préparées au sein de votre école? Alors pour l'expérience client, effectivement, parce que comme toute école de commerce, on a des majeurs en marketing, marketing du luxe, et de toute façon, vous êtes obligé d'intégrer cette dimension. Mais on a créé aussi, il y a 2 ans déjà, une majeure en anglais, Digitalization, AI and Big Data. L'objectif, c'est pas de faire de ces étudiants des ingénieurs. Il y a des écoles d'ingénieurs qui font ça très bien, même si on signe des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, le CE en l'occurrence. L'objectif, c'est de faire des managers qui soient capables de travailler avec des ingénieurs, de se comprendre, et qui soient sensibilisés à ces questions-là. Mais j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, c'est comme la RSE. C'est pas une option, et c'est transversal. Donc il y a de l'intelligence artificielle en finance, en marketing, en contrôle de gestion. De toute façon, ces technologies vont bouleverser les métiers, et c'est transversal. On ne peut pas faire un silo avec des compétences sur ces domaines-là juste pour certains étudiants. Alors, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, alors ce n'était pas prévu comme question, mais je me permets de vous la poser, je suis obligée de vous la poser, surtout que vous dirigez une école de commerce. Est-ce qu'il y a des étudiants qui rédigent leur mémoire avec ChatGPT? On a déjà vu, oui, des tentatives, mais finalement c'est c'est minime, c'est minime. Et pour être un peu provocateur, j'avais un professeur qui a fait une petite blague en disant que si un étudiant utilise ChatGPT, on le voit tout de suite parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Voilà. Non, mais blague mise à part, oui, certains ont tenté, mais pour l'instant, l'humain arrive encore à décerner certaines choses. Si ça vient de... ça progresse très très vite, effectivement. Oui. Mais là-dessus, sans être un spécialiste, je me suis documenté sur la question. L'intelligence artificielle, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. Il n'y a pas d'intelligence derrière tout ça. C'est des logarithmes et on prédit le mot suivant. Donc il peut y avoir encore des loupés sur les questions de sens. Et bien sûr que ce sont des outils hyper intéressants. Il faut apprendre à travailler avec eux. Mais à mon sens, ça ne remplace pas l'humain, la question du sens, des émotions. Et on est des animaux sociaux, on a besoin de ça. Et donc les entreprises ont besoin de ces humains. Et de toute façon, l'intelligence artificielle, ça va bouleverser aussi la façon d'enseigner les cours. Mais les étudiants ne viennent pas dans une école pour échanger avec des robots.
Oui. Ils viennent pour échanger avec des professeurs. Et puis pour les soirées étudiantes aussi. Aussi. Ça fait partie de l'expérience étudiante. Voilà. Merci Thomas. Un petit mot de la fin pour terminer cette émission. Un message à faire passer? Alors, ce que je pense vraiment, j'insiste, l'expérience client, les outils d'expérience client sont vraiment essentiels pour nous en école, même si les étudiants ne sont pas que des clients. Parce que, en tant que directeur, ça me permet d'avoir des leviers pour transformer l'organisation et ne jamais oublier qu'on travaille pour des entreprises et pour des étudiants. En fait, nos clients finaux, si j'ose dire, ce sont les entreprises. Et la satisfaction de l'étudiant, c'est un moyen pour garantir un objectif, c'est-à-dire leur employabilité, la satisfaction des entreprises, mais surtout, et j'insiste là-dessus, que les étudiants trouvent le job qui leur convient. Et ça, ça demande du temps et ça nécessite d'être actif. Ben, merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de décryptage proposée par ANews Expérience Client. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.